Cette présentation est maintenant terminée. Il y a énormément de choses que je n'ai pas couvertes parce que c'est beaucoup d'informations et mon but n'est pas de vous noyer à travers les différents objets, mais mon but était de vous montrer ce que permet de faire Kubernetes et je suis disponible pour vos questions. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup, Rémi. Et merci encore pour toute cette présentation. C'était très, très, très complet. Avant toute chose, avant que les personnes s'en aillent, si vous ne voulez pas assister aux questions-réponses, est-ce que vous pouvez prendre le temps de remplir le petit sondage que Maxime va vous mettre tout de suite dans le chat? Ça nous permettra d'avoir un petit peu de visibilité sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, les choses que vous voulez qu'on améliore au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Rémi parce que avoir réussi à faire une image sur Pokémon et Kubernetes, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ah bah, mais ça, quand j'arrive dans un truc, tu sais jamais à l'avance C'est la du talent. comparaison foireuse que je vais te faire. C'est du Mais talent. vraiment, C'est du talent. C'est du talent. C'est du talent. Ouais, il est très, et je très suis fort. sobre. Sobre. C'est vraiment une grande qualité de Rémi, c'est de pouvoir expliquer toutes les choses et les désarticuler avec des images qui permettent que ce soit assez clair pour nous. Donc, n'hésitez pas à les questions. Il y a pas mal de questions déjà. Alors, on va regarder tout ça. Alors, attends, juste avant de passer aux questions, juste pour revenir sur les petits sondages qui ont été faits pendant le live. Donc, pour la Cloud Native Computing Foundation, 60% en ont déjà entendu parler, ce qui n'est pas non plus à 100%. Est-ce que vous avez déjà utilisé Kubernetes? Il y a une majorité de non, mais je suis très intéressée pour 68%. D'accord. Donc, assez intéressant. Donc, on va commencer par les questions dans l'ordre. Philippe qui nous a demandé, y a-t-il un endroit où on peut voir l'ensemble des services Scaleway, y compris en early ou en bêta, correspondant à la slide passée un peu vite. Donc, c'était par rapport à ma présentation de Scaleway. Alors, Philippe, oui, tu peux y avoir accès directement depuis le site. Si j'essaie de te partager mon écran... Alors, pour les services en bêta, il y a Scaleway / bêta qui peut être bien. Ah oui, bah, si tu l'as sous la main ou pas le link? Là, je l'ai envoyé. Parfait. Donc là, vous avez. Alors, je ne sais pas où je vois ma. Alors, envoi de la réponse. OK. Donc, vous avez scaleway.com / bêta qui va vous rediriger en fait vers les pages en fait des produits qui sont en bêta. Et pour les produits qui sont déjà existants, c'est simplement scaleway.com. Et après, vous allez avoir un menu qui va vous permettre en fait de vous promener en fait dans les différents produits qu'on propose. Donc, par défaut, quand vous allez arriver sur scaleway.com, vous allez arriver sur la page Elements. Et sur la page Elements, vous avez un menu. Et dans ce menu-là, vous allez pouvoir voir tous les produits qui sont proposés par Scaleway. On peut préciser aussi que si, Philippe, vous êtes client chez nous, vous pouvez avoir accès aussi directement sur votre tableau de bord, sur votre console. Vous avez accès à tous les produits sur le côté, etc. Deuxième question de Paul. En quoi cette description des conteneurs Docker est-elle différente des conteneurs LXC et LXD? Alors, LXC et LXD, ce sont les technologies qui sont sous-jacentes et qui sont présentes dans le kernel Linux. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de conteneurs Docker, c'est un peu comme quand on dit un frigidaire ou des Kleenex. C'est-à-dire que c'est une marque qui a fait qui a fait une opération de com suffisamment bonne pour que dans l'esprit mainstream, les gens disent un conteneur Docker, c'est les conteneurs. Non, Docker est une bonne entreprise, qui a fait des tas de choses super intéressantes, mais c'est pas eux qui ont fait la technologie de conteneur, c'est les technologies LXC et LID qui sont sous-jacentes. Donc, quand vous entendez parler de conteneurs Docker, c'est comme Kleenex. C'est-à-dire c'est une marque d'interface et de produits logiciels qui se construisent autour des LXC, qui se construisent autour des LXD pour fournir une expérience qui est agréable à utiliser pour des développeurs. Faites l'expérience, vous pouvez avoir un développeur, même débutant, qui va démarrer sur du Docker, typiquement, et qui ne connaît peut-être pas forcément ce que c'est les LXC et les LXD, mais ce développeur-là va pouvoir arriver au bout d'un tutoriel sans connaître les LXC et les LXD. Donc, vous pouvez voir ça comme des technologies sous-jacentes. C'est-à-dire que quand vous grattez dans le code de Docker et que vous essayez de comprendre ce qui se passe vraiment dans l'arrière-boutique, vous allez tomber sur les LXC, les LXD, les cgroups, les namespace. Mais fondamentalement, d'un point de vue utilisation de développeur, c'est complètement au-dessus et vous avez un joli produit avec run, exec et des commandes qui sont
facile à utiliser et facile à retenir. Donc voilà, c'est ça la différence entre les deux. Mais retenez Kleenex, frigidaire, pour Docker, ça marche bien. Très, très clair. Renaud, si vous pouvez reformuler, si vous êtes encore dans le chat, si vous pouvez reformuler la question, parce que du coup, je pense qu'on ne va pas pouvoir y répondre. En attendant que Renaud reformule sa question, Jean-Pierre, comment contrôler le coût de l'infra avec Kubernetes? Alors, comment contrôler le coût de l'infra avec Kubernetes? C'est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Donc, le premier, c'est de comprendre que vos coûts grandissent avec le scale. C'est-à-dire que si vous avez des applications qui demandent énormément de ressources, bah, vous allez consommer énormément de ressources et donc vous allez avoir une grosse facture. Donc, tout l'intérêt, en fait, quand vous êtes dans des patterns qui sont cloud native, entre guillemets, c'est de pouvoir essayer de comprendre quels sont les composants de votre application dont vous avez vraiment besoin tout le temps et les parties qui peuvent être, on va dire, un peu élastiques. C'est-à-dire que vous pouvez faire grandir et réduire à mesure que votre application tourne. Donc, vous avez plusieurs stratégies pour ça. Et j'en ai parlé un petit peu à la fin, c'est l'autoscaling, c'est plutôt une bonne idée. Donc, l'autoscaling, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez pouvoir définir en fait une borne minimale et une borne maximale et dire une application peut au minimum consommer ça et au maximum consommer ça. Donc, ça vous donne une borne minimale et maximale sur votre utilisation de ressources. Donc, on a des clusters Kubernetes qui démarrent à partir de 8 € par mois, je crois, et qui peuvent aller à aussi cher que vous voulez si vous prenez énormément de GP. Donc, on a vraiment une grande gamme et un grand spectre là-dessus. Et après, d'un point de vue administrateur et développeur d'application, tout le boulot va consister à essayer de trouver les bonnes métriques applicatives, ou bonnes métriques métiers, pour savoir, OK, mon conteneur, il consomme en gros 80%. Je vais essayer d'en créer un autre pour essayer de soulager la charge. Mais si je vois qu'il y a un conteneur qui passe en dessous de 20%, à ce moment-là, je le tue et j'essaie de compacter un petit peu plus mes ressources. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour contrôler vos coûts avec un cluster Kubernetes, tout le secret, il va consister à gérer votre scaling. Scaling, c'est pas uniquement le scale up. C'est aussi le scale down. Le scale down, c'est comment retirer des ressources dont vous n'avez plus besoin. Et donc, tout votre boulot en tant que gestionnaire d'application, ça va consister à avoir des métriques, à avoir des politiques au sujet de ces métriques. C'est-à-dire que si je reste en dessous de 20% pendant 10 minutes, je considère que ce pod n'est pas nécessaire et donc je le déschedule. Et au contraire, si je suis au-delà de 80% pendant 2 minutes, je vais démarrer un autre pod histoire de soulager un petit peu ce qui existe déjà. Après, à quel point vous avez besoin d'avoir des conteneurs toujours présents, ça dépend de votre application. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir du scale up et du scale down, y compris sur votre facture, ça va se faire avec du boulot de votre part. Et c'est comme ça que le cloud a démarré, en fait. Si on revient historiquement sur pourquoi le cloud a démarré, c'est que les instances et les VM étaient à la demande. Et donc, si les gens faisaient l'effort de construire des applications qui étaient adaptées pour être élastiques, bah, à ce moment-là, ils avaient la carotte, c'était si vous avez des applications qui sont élastiques, à ce moment-là, vous pouvez réduire vos coûts. Donc voilà. Donc beaucoup de métriques et beaucoup de scale up et de scale down dynamique. Ok, on continue sur les questions. Tu en as un petit paquet, hein, Rémi. Non, Erwan, peux-tu expliquer le déploiement Blue/Green? Alors, le Blue/Green, on a un lien là-dessus que je vais pouvoir vous envoyer parce que ça peut être un peu long d'expliquer ça. Mais grosso modo, c'est un déploiement qui va se passer avec une version qui tourne à une certaine version d'un logiciel et après une autre version qui tourne en parallèle. Et vous allez pouvoir faire le switch de ces versions-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir genre la version N qui va s'enlever et être remplacée par une version N+1. Vous allez avoir les deux qui tournent en parallèle et le routeur va pouvoir dynamiquement switcher entre une version N et une version N+1. Donc, c'est ça que, notamment, ça permet de faire. Donc, je vais envoyer un petit lien ici. Alors, c'est où, Erwan? Donc, j'ai envoyé un lien en français, mais fondamentalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pattern de déploiement qui permet de ne pas avoir d'interruption de service, qui vous permet de faire un rollback facile. C'est-à-dire que vous avez une version N+1, vous vous sentez chaud, allez hop, je la mets en prod, et vous vous rendez compte, il y a peut-être un problème, vous pouvez faire un rollback très facilement parce que c'est juste, en fait, indiquer à un routeur, non, tu changes de route. Imaginons que votre déploiement vous prend 30 minutes.
et que vous n'avez pas ce type de technologie qui est mise en place, bah, si vous vous êtes gouré, bah, il faut faire un rollback et votre rollback, il vous prendra 30 minutes au moins. Si vous avez un blue-green, vous avez en parallèle de votre déploiement de prod, vous avez un routeur qui va juste pointer, qui va être une sorte d'aiguillage. Et si jamais vous vous êtes gouré et que vous voulez revenir en arrière, bah, vous changez juste l'aiguillage et vous avez déjà en fait votre version N qui est déjà présente. Donc ça vous permet d'avoir des rollbacks plus rapides. Ok. On passe aux questions. Greg a posé 2 questions. Donc, Scaleway prévoit-il de proposer une plateforme de container plus simple que Kubernetes? Alors, vous avez Container as a Service qui va être proposé et qui se met dans une optique un peu serverless. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de mettre vos conteneurs dans un registre, dans un registre de conteneurs comme hub.docker.com par exemple. Et après, vous allez pouvoir indiquer à la plateforme serverless de Scaleway de dire quand j'envoie ce trigger-là, je veux ce conteneur qui se met à tourner. Donc ça, c'est des patterns qui se retrouvent de manière assez classique dans le cloud computing, qui ont démarré avec le serverless lambda et qui aujourd'hui vont être disponibles dans l'écosystème Scaleway. Donc vous allez avoir la possibilité d'avoir des technologies qui vont vous permettre d'avoir juste votre conteneur qui tourne et c'est tout. Ok. Ouais. Je sais que vous êtes encore là, Greg, donc si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Ouais. C'est quoi le bin packing? Alors, le bin packing, c'est un terme qui, en gros, s'accumule à une... Vous imaginez un sac à dos et vous essayez de le remplir autant que possible. Votre but, quand vous êtes un scheduler, enfin, quand on est un scheduler, donc c'est-à-dire un ordonnanceur, en bon français, le boulot d'un ordonnanceur, c'est de faire en sorte que les ressources dont on a à notre disposition sont utilisées à bon escient. Donc, comment faire pour que ça soit utilisé à bon escient? C'est que ça soit relativement efficace et que vous ayez la possibilité de dire, bah, cette VM, elle est utilisée au max de ses capacités. Donc, le bin packing, c'est les algorithmes qui sont en place pour dire, bon, bah, j'ai 30 nœuds, je vais essayer de les utiliser aussi efficacement que possible, de mettre autant de pods que possible sur 30 nœuds et faire en sorte qu'un nœud, il soit bien rempli. Je vais essayer de ne pas faire en sorte que le nœud soit s'étale, en fait, que mes workloads s'étalent sur plein de nœuds. Parce que pour revenir à la notion de coût, si vos nœuds, enfin, si vos workloads ont tendance à s'étaler à travers tous vos nœuds, bah, vous allez avoir un conteneur sur ce nœud, un autre conteneur sur ce nœud, un autre conteneur sur ce nœud-là, et donc vous allez payer pour 30 nœuds. Le bin packing, c'est l'algorithme qui va sauver votre facture et qui va essayer de rassembler sur un petit nombre de nœuds pour faire en sorte que les nœuds qui ne sont pas utilisés, bah, vous puissiez les couper et de pouvoir avoir une utilisation beaucoup plus efficace de vos ressources. Donc ça, c'est dans la partie logistique, donc c'est dans le kube scheduler. Ok. Je pense que c'est clair aussi, Greg, n'hésitez pas dans le chat. Jérémy qui demande, est-ce qu'il y a des alternatives à etcd ou au Cellular standard? Si oui, est-ce que c'est déjà en prod? Est-ce que c'est prod ready? J'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est que la etcd est clairement la solution qui est utilisée, supportée, sur laquelle les gens développent. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Comme tout dans Kubernetes, il y a une API qui est derrière. Donc, est-ce qu'il y a des alternatives? Probablement. Est-ce qu'aujourd'hui, je parierais sur un autre data store? Non. Donc, est-ce qu'il y en a? Probablement, puisque c'est une interface. Donc, il y a peut-être un type dans son coin qui a codé un data store là-dessus. Il y a peut-être des solutions de database propriétaires qui existent et qui permettent de gérer ça. Moi, autant que je sache, aujourd'hui, ce qui est le plus répandu dans la communauté, c'est clairement etcd. Et etcd, on a moyen de le faire scaler assez haut. Pas à l'infini, forcément, puisque c'est un consensus. Donc, plus vous rajoutez de nœuds, plus le consensus va être coûteux. Mais aujourd'hui, un etcd, il y a moyen de le faire scaler à quand même un gros nombre de nœuds. Et après, vous avez les mécanismes de fédération qui peuvent se construire pour faire des fédérations de clusters qui sont faiblement couplés les uns avec les autres, de telle sorte à pouvoir scaler encore plus haut. Mais aujourd'hui, non, c'est clairement etcd qui est prod ready. Aujourd'hui, j'aurais pas confiance dans un Kubernetes qui est avec autre chose qu'un etcd. En tout cas, en grand public. Peut-être qu'à Google, ils ont autre chose, mais moi, en grand public, je vois que le etcd. Ok. Je tiens à faire un petit point suite à la question de Julien pour savoir s'il y a possibilité d'avoir les slides offline. Oui. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de bien voir, tout le webinaire là est enregistré. Il va être diffusé sur YouTube d'ici peu de temps. Et aussi, si vous avez un mode dégradé, alors ça peut venir de votre connexion Internet, mais pas que. Ça peut venir aussi du fait que vous êtes sur téléphone mobile ou sur Safari.
on s'est rendu compte qu'en fonction du navigateur sur lequel vous êtes, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, n'hésitez pas à relancer, par exemple, sur Google si ça fonctionne pas, ou sur un autre navigateur comme Opera, par exemple. Voilà, il y a Thomas qui demande comment contrôler le coût de l'infra avec Kubernetes, mais je pense que tu as déjà répondu tout à l'heure. Le load balancer est bien externe à Kubernetes. Oui. Alors, le load balancer peut être contrôlé par Kubernetes, mais il lui est extérieur. Dans le cas de Scaleway, par exemple, quand vous achetez un cluster Kubernetes et que vous avez un load balancer qui est fourni avec, le load balancer, en fait, il vient de l'équipe load balancer, donc Adrien, Nikita, si vous êtes dans ce webinaire, c'est à vous qu'on pense, coucou. Mais fondamentalement, ça vient en fait d'un autre produit. Et vous avez un composant au sein du cluster Scaleway qui s'appelle le Cloud Controller Manager, qui va vous permettre en fait de contrôler ces ressources tierces. Ce Cloud Controller Manager, dans le cas de Scaleway, il est public, donc vous pouvez aller le récupérer sur notre GitHub pour voir comment il fonctionne. Mais fondamentalement, le LB, c'est un composant qui est externe à Kubernetes, donc qui est géré par une autre équipe. Et Kubernetes va juste envoyer des ordres à leur API de vendeur de load balancer et l'utiliser et le configurer. C'est fondamentalement ça qu'il faut retenir. C'est une autre équipe. Voilà. Et Kubernetes, en fait, prend un de leurs produits et l'assemble à un cluster Kubernetes pour produire un service à valeur ajoutée. Si tu veux nous rejoindre, Patrick, s'il y a des questions que tu veux détailler plus, n'hésite pas. Hein, tu nous rejoins comme à la maison. Hein, tu es comme chez toi. Hein. Tac. Donc, ah bah voilà. Patoche. Coucou Patrick. Donner une précision pour etcd. Ouais. Actuellement, Kubernetes en fait supporte que etcd. C'est dans le code, hein, c'est des librairies etcd qui sont appelées. Mais il y a un mec de chez Rancher, Darren Shepard, qui a créé on va dire un proxy etcd, donc qui permet de proxifier les requêtes etcd vers différents backends. Donc là de tête, il supporte du MySQL, Postgre, SQLite, et d'en avoir quelques autres. C'est par exemple ce qu'utilise K3S. Donc le projet s'appelle Kine, si vous voulez regarder sur GitHub, Kine. Et c'est ce qu'utilise K3S pour avoir du SQLite en tant que storage pour Kubernetes. Ok. Tu nous cherches le lien, Rémi ? Ouais. Ça marche, super. Reste avec nous, du coup, Patrick. Ensuite, next question. Bonjour, les 3 éléments clés sur un pod sont-ils gérés automatiquement ou c'est un sysadmin de les gérer, administrer ? Je vois pas cette question. C'est Pierre-Emmanuel, juste après la question de Simon sur le load balancer. Alors, les 3 éléments clés sur un pod sont-ils gérés automatiquement ou un sysadmin de les gérer, administrer ? Alors, les 3 éléments clés. Alors, si la question, c'est les labels et les selectors, les pods, c'est généralement assez rare qu'un administrateur les gère. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les pods, en fait, vous pouvez, si vous créez juste un pod et qu'il lui arrive quoi que ce soit, Kubernetes dit OK, il est mort. Généralement, un administrateur, il va beaucoup plus avoir tendance à gérer des déploiements. Parce que le déploiement, en fait, c'est lui qui va être en charge de vérifier que si un pod tombe, il est remplacé. Donc, d'un point de vue administrateur système, vous allez généralement rarement avoir affaire à des pods directement. Vous allez avoir affaire à des objets à plus haut niveau d'abstraction, donc soit des déploiements, soit des jobs, soit des crons. Enfin, vous pouvez avoir différents objets qui sont construits au-dessus des pods, mais c'est généralement assez rare d'avoir à gérer manuellement vos pods parce que imaginons que vous avez une application avec 500 pods à l'intérieur, c'est généralement pas l'administrateur système qui va les gérer tous à la main. Vous pouvez voir le pod comme vraiment l'objet qui est en bout de ligne. L'administrateur système, lui, il va gérer vraiment des objets de plus haut niveau d'abstraction. Et après, c'est Kubernetes qui va faire tout le boulot de maintenir les pods. Donc, c'est généralement pas l'administrateur système qui va gérer les pods à la mano, quoi. C'est généralement un contrôleur d'un objet de plus haut niveau qui va gérer des pods pour lui. Comment se gère l'intégrité des DB sur les pods s'ils sont éphémères ? Très bonne question.
Alors, le stateful et Kubernetes, c'est une grande histoire. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, il y a plusieurs volets sur l'aspect stockage et persistance. Vous pouvez avoir un pod qui est sans état et qui va avoir son état qui va être persisté dans un volume. Donc, typiquement, si vous avez une base de données, vous pouvez monter la partie qui va persister la donnée comme un volume. Faire en sorte que ça soit le volume qui contienne les fichiers. Par exemple, si vous avez une base de données MySQL, le pod qui fait tourner le serveur MySQL, il peut être sans état. Il peut avoir juste un fichier de configuration et monter le volume qui contient les données. Et après, le pod interagit justement avec ce volume-là, il va faire des écritures dessus. Et si jamais le pod tombe, le volume, lui, peut être persisté. Donc, si vous indiquez que le volume doit être persisté, il le sera et Kubernetes le maintiendra. Donc, ça, c'est dans les utilisations du stockage. Donc, ça, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, peut-être que Patrick peut compléter après. Mais fondamentalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez quelque chose qui est persisté, ça va pas la persistance ne va pas se faire au niveau des pods. La persistance va se faire au niveau des volumes qui vont être persistés et cette persistance peut être faite à différents niveaux. Donc, vous avez différents moyens de persister des volumes. Donc, ça peut être soit avec du block storage, comme c'est le cas chez Scaleway. Vous pouvez avoir du local storage. Ça a des bonnes performances, mais c'est pas forcément super fiable. Et vous pouvez avoir différents montages externes, par exemple avec du NFS ou avec d'autres technologies de stockage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une base de données, le serveur de base de données, lui, va être sans état, mais le volume qu'il va monter, qui va être monté par le pod, lui, va être avec un état. Et donc, la persistance va se faire au niveau du volume. Patrick, si tu veux compléter. À dire, il y a un autre objet dans Cube, le stateful set, qui est justement fait aussi pour gérer les applications stateful, en fait, qui permet d'être sûr de l'ordre de création et de suppression des pods associés au stateful set. Donc, c'est-à-dire qu'avec le stateful state, ce qui va être remarquable, c'est que vous pouvez définir des conteneurs qui vont peut-être pas forcément vivre pour toujours, mais vous avez la garantie par Kubernetes qui vont s'exécuter dans un certain ordre. Et donc, si l'ordre de ces différents conteneurs correspond à différents traitements que vous voulez appliquer à vos données persistées, vous avez la garantie que Kubernetes va les appliquer dans cet ordre-là. Donc, vous devez construire votre application pour gérer ça. Une autre option que vous pouvez aussi avoir, c'est acheter une base de données managée. Et par coïncidence, Scaleway en propose. Donc, si jamais vous êtes intéressé par une base de données PostgreSQL, on peut vous en fournir. Et vous avez juste après à l'indiquer son URL au sein de vos applications. Et tout cet aspect de persistance-là est géré en dehors par les équipes de Scaleway avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, t'as dit? Toujours beaucoup d'amour. Toujours. Autre question, quelles sont les bonnes pratiques de gestion de la persistance des données applicatives dans un environnement Kubernetes? Alors, déjà de faire une très grande différence entre ce qui est stateless et ce qui ne l'est pas. Donc, d'un point de vue application, soyez vraiment très sûr de savoir ce qui est stateful et ce qui ne l'est pas. Donc, ayez vraiment ne serait-ce qu'un inventaire. Par exemple, une application PHP, on pourrait dire, oh, j'ai juste un WordPress. Ah oui, mais le WordPress, il va utiliser des images, un WP Content qui est sur le node, etc., etc. Donc, vous pouvez avoir des tas d'endroits dans lesquels vous pouvez vous faire avoir avec des fichiers qui sont en sorte l'état de votre application. Donc, la première étape quand vous avez ce type de choses, c'est de faire un inventaire très précis entre ce qui est stateful et ce qui ne l'est pas. Pour les choses qui ne sont pas stateful, donc qui sont stateless. Les choses qui sont stateless, c'est vraiment la fête. Vous pouvez les faire scale up, les faire scale down, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. C'est vraiment extrêmement trivial de faire monter et de faire scaler une application qui est stateless. Une application qui est stateful, il faut être beaucoup plus prudent. Il faut savoir précisément où elle va s'exécuter, comment elle va être montée, quel est son cycle de vie, quel est son cycle de backup, qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez un des disques sous-jacents qui plante, etc., etc. Donc vraiment, la première étape, la première bonne pratique, c'est d'essayer d'avoir un inventaire aussi précis que possible sur ce qui est stateful et ce qui ne l'est pas. Et une fois que vous savez ce qui est stateful, essayez de trouver toutes les technologies de backup, de redondance,
et de clustering pour vous garantir que votre application stateful et quand vous avez un état persisté, qu'il le sera. Après, le reste, ça dépend de beaucoup d'applications. Vous n'allez pas persister de la même manière, une base de données MongoDB qu'un MySQL, qu'un PostgreSQL, qu'un Redis. Donc, à chaque fois, pour différents data stores, vous allez avoir différentes stratégies qui correspondent à différents niveaux de persistance, à différents niveaux de criticité de votre donnée. Les données de log sont pas aussi critiques que vos applications de facturation. Donc, ce que je vous conseille de faire d'abord, c'est de faire une taxonomie et une description claire de c'est quoi les états qui sont sensibles, c'est quoi les états que je veux persister à tout prix et les états qui sont moins importants. Les labels de style NVIDIA sont-ils automatiquement mis sur les pods qui sont sur des instances render? Non. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des nœuds qui sont démarrés, vous pouvez avoir des annotations. Donc là, peut-être que Patrick pourra vous en dire plus. Donc, vous allez avoir la possibilité pour les nœuds d'avoir une sorte d'annotation qui va pouvoir vous dire « Ah, au fait, vous êtes en train de tourner sur un GP1S, par exemple, ou sur un nœud render S, etc., etc. » Donc, vous avez différentes annotations qui correspondent en gros à ce que vous avez acheté. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un nœud, vous avez la possibilité par introspection de savoir au sein de ce nœud, le Cloud Controller Manager, le Cloud Controller Manager va rajouter quelques annotations pour vous guider. Ah, au fait, là, ce nœud-là, c'est le nœud que tu as acheté, c'est un GP1S, etc., etc. Voici son UID, tu peux le retrouver dans la console, tu peux rajouter les tags, etc. Vous avez également la possibilité d'ajouter vous-même vos propres tags sur des nœuds, mais par contre, Scaleway va se réduire au minimum les annotations qui vont être mises. En particulier, un truc aussi simple que NVIDIA, ça ne le sera pas. Les annotations que Scaleway va indiquer sont préfixées. Donc, vous allez avoir k8s.scaleway.com / une clé qu'on pense qui va vous intéresser, mais vous pouvez complètement l'ignorer et ça marchera quand même. Patrick, si tu veux compléter sur les annotations. Il y a des labels qui sont mis sur les instances render. J'ai pas le. Mais c'est pas NVIDIA tout court. Non, c'est pas NVIDIA tout court. J'ai pas le label en tête, mais c'est presque pareil, qui permet de différencier les GPU d'autres serveurs. Ok. Ok. Est-il possible pour Kubernetes de créer, provisionner automatiquement des hosts? Oui. Donc ça, vous avez l'autoscaling des pools. Donc ça, vous avez la possibilité de le mettre en place. Et en particulier, ça va vous permettre en fait de faire grandir entre une borne inf et une borne sup votre pool. Donc si vous dites, j'ai un pool de dev1s, il est au minimum à 1 et au maximum à 30. Et vous pouvez donner des informations à Kubernetes pour faire en sorte de gérer automatiquement le scale up et le scale down de ces nœuds-là. Donc ça, c'est possible de le faire. L'entrée DNS du service est-elle restreinte aux pods? La résolution DNS va avoir lieu uniquement au sein du cluster Kubernetes. C'est-à-dire qu'au moment où il va y avoir une résolution, cette résolution ne va avoir lieu qu'au sein du cluster Kubernetes. Si vous êtes à l'extérieur, par exemple, ça ne sera pas résolu. En tout cas, pas nativement. Après, vous avez la possibilité avec des plugins de vous connecter à des providers de DNS pour faire en sorte qu'il y ait une communication entre les deux et que vous puissiez synchroniser vos zones DNS. Mais par défaut, les zones DNS que je vous ai montrées avec svc.cluster.local, ça sera local à votre cluster. Donc, ça ne sera pas résolu. Si vous êtes sur l'Internet, ça ne sera pas résolu. On a deux questions ensuite de Thibaut. Comment définir quelles ressources matérielles maximum sont prises par un pod pour ne pas mettre une machine à genoux? Vous pouvez mettre des limites sur chacun des pods. C'est-à-dire que quand vous avez un pod qui s'exécute, vous pouvez lui dire précisément la quantité maximum de CPU, la quantité maximale de mémoire qu'il peut utiliser. Et en particulier, si d'aventure un pod essaie de consommer plus que sa borne max, à ce moment-là, il va se faire killer. Il se fera bloquer. En tout cas, les cgroupes et les technologies de virtualisation qui sont dans le kernel Linux vont empêcher qu'un conteneur consomme plus que les bornes qui lui sont assignées. Si vous n'assignez pas de borne, a priori, ça peut monter assez vite et assez haut jusqu'à saturer votre machine. Par contre, si vous mettez des bornes, Kubernetes sera suffisamment malin pour que quand vous allez demander à un conteneur de tourner, que ces bornes de consommation CPU et de consommation mémoire soient effectivement respectées. Et pareil pour les volumes. Si vous créez un volume et que vous lui donnez une taille maximale, si jamais d'aventure le conteneur qui est à l'intérieur essaie de faire une écriture vers ce volume-là qui fait dépasser la quantité maximale d'informations qui est contenue,
À ce moment-là, cette opération en écriture ne retournera pas, on renverra une erreur parce que ça sera saturé. Le volume sera considéré comme saturé. Yes. Et c'est généralement une bonne pratique de mettre des limites. C'est-à-dire que quand vous avez un conteneur ou des pods qui s'exécutent, c'est généralement bienvenu et assez urbain de mettre des limites sur chacun de vos pods pour éviter que ça consomme toutes vos ressources. Donc, c'est là que vous pouvez estimer à peu près combien de ressources ça consomme. Et après, justement, le scheduler va essayer de faire du bin packing pour essayer de automatiquement essayer d'arranger en fait vos différentes contraintes pour faire en sorte que vous ayez une utilisation efficace de vos nœuds. Est-ce que tu vois la seconde question de Thibaut de mémoire, comment définir quelle ressource matérielle maximum? Ah non, ça c'est bon. Non, comment gérer du load balancing sur stateful? Tu la vois? Oui, comment gérer du load balancing sur du stateful comme l'usage d'une base PostgreSQL MySQL. Un peu de la même manière, c'est-à-dire que fondamentalement, le load balancer, il va envoyer du flux, là où tu lui dis d'envoyer du flux. Donc, si tu définis en fait que tu vas avoir un port TCP qui est ouvert à destination en fait d'une machine, lui, Kubernetes va faire en sorte que le kube proxy qui soit derrière arrange les différentes routes réseau pour que ton flux TCP il arrive à ta base de données finale. Donc, que ça soit un PostgreSQL ou un MySQL, tu vas parler à cette base de données par-dessus une connexion TCP. Et le load balancer, Scaleway par exemple, gère les connexions TCP. Donc, tu peux arriver à faire du load balancer là-dessus. Après, tout doux, parce que sur le load balancer, il va gérer uniquement au niveau TCP. Il ne va pas gérer intelligemment en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, les requêtes en écriture ou les requêtes en lecture, pour le load balancer, c'est pareil, c'est un flux TCP. Ce qui signifie qu'il faut être assez malin quand tu as une stratégie de load balancer, de faire la différence entre les écritures qui sont à destination de ta couche de persistance et les lectures. Et ces lectures-là, tu ne pourras pas à un niveau TCP les faire tourner sur le même port. Donc, il va falloir faire une distinction ici. Patrick, si tu veux rajouter quelque chose au sujet du load balancing sur du stateful. Pas grand-chose à dire particulier. Okay. Le déploiement d'une mise à jour par le biais de K8s sous-entend-il que la persistance des données est schémaless? Pas forcément. Pas forcément, parce que tu peux avoir un stateful set qui est défini au sein d'un déploiement et faire en sorte en fait que au moment où le déploiement va avoir lieu, donc où les réplica sets vont être purgés d'un côté et augmentés de l'autre, tu peux également avoir des stateful sets qui vont te garantir en fait que tes conteneurs vont être arrêtés dans un certain ordre et redémarrer après dans un certain ordre aussi. Donc tu as la capacité de gérer à la fois du stateful et du stateless. Donc, les déploiements, ils ont cette capacité-là de pouvoir gérer ces deux scénarios-là. Le schéma que j'ai montré, c'est un schéma qui est stateless parce que c'est plus facile à comprendre pour des débutants, mais il est possible d'ajouter des objets stateful pour prendre en charge, par exemple, la purge des connexions, être sûr que la base de données est bien propre, et après de faire un switch vers une autre version. Et par exemple, de lancer des conteneurs de migration au cas où on a une application Rails ou Django, par exemple. Souvent, quand on a un changement de version, il y a souvent une migration à faire. Cette migration peut être effectuée dans un conteneur qui a juste pour objet de faire la migration. Donc, c'est un pod qui contient juste un conteneur et qui va être en charge de cette migration-là. Et une fois que cette migration-là est faite, il s'éteint et il passe à la suite. Donc, c'est aussi possible à faire. Donc, c'est pas parce que vous avez un déploiement que c'est forcément stateless, ça peut être aussi stateful. Mais quand vous faites du stateful avec du Kubernetes, il faut être prudent, il faut savoir dans quel ordre ça va se passer et être sûr de comprendre à chaque étape en fait d'une mise à jour qu'est-ce qui va se passer, quels sont les différents processus qui vont avoir lieu. Ok, alors il reste encore pas mal de questions, mine de rien. Pas de souci. Alors, dans la partie rolling update, rolling update, on voit la magie du déploiement de nouvelles révisions, mais comment ça marche pour du stateful? C'est le point que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que quand vous avez un stateful, donc un stateful set, vous pouvez explicitement dire à Kubernetes, garçon, là c'est du stateful, donc il faut être prudent dans la manière dont tu gères ça, donc il faut absolument quand tu éteins
ce déploiement-là que tu effectues en fait ces traitements-là, donc faire tourner ces conteneurs-là, puis ces conteneurs-là, puis ce conteneur-là. Et une fois que ça s'est fait, à ce moment-là, tu peux considérer que le réplica set est retiré, mais il faut que tu le gères dans un certain ordre-là. Donc, l'aspect stateful, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les pods ne sont pas stateful, les volumes le sont. Donc, c'est la gestion de ces volumes-là, la gestion des écritures autour du stateful. C'est une question qui est délicate. Je ne vais pas vous mentir, le storage dans Kubernetes, c'est un point qui est délicat, c'est un point sur lequel les gens travaillent. C'est en train de s'améliorer, c'est en train d'être de plus en plus intuitif, mais il faut être prudent et en particulier être sûr de bien comprendre à chaque étape qu'est-ce qu'on gère dans les volumes qui vont être en charge de la persistance. Donc, et ça, c'est les stateful sets qui se chargent en fait de donner l'intelligence à Kubernetes qui ne peut pas le deviner parce que chaque application est différente, chaque couche de persistance est un peu différente, chaque application est un peu différente. Kubernetes n'a pas moyen de le deviner. Quand c'est stateless, c'est facile parce que c'est toujours la même chose. Quand c'est stateful, bah, c'est un peu particulier, ça dépend un peu de votre application. Et donc, vous avez le moyen de le décrire à travers les stateful sets. Ok, on va prendre encore quelques questions parce que mine de rien, après, il faut continuer de travailler. Ouais. Question directe. K8s sait-il tout faire? Y a-t-il des éléments difficiles à saisir avec K8s? Est-ce que Kubernetes peut faire tourner à peu près n'importe quoi? Moi, je dirais que oui. Alors, ce qu'il faut retenir sur Kubernetes, c'est que ça a été construit à Google et qu'aujourd'hui, à peu près tout à Google tourne dans des conteneurs. Donc, à chaque fois que vous faites une requête sur Google Maps, à chaque fois que vous avez une nouvelle sur News, à chaque fois que vous avez une requête dans Search, ça va être un conteneur quelque part qui va répondre. J'ai tendance à penser que les use cases de Google couvrent à peu près les vôtres. Donc, que c'est assez rare que vous ayez des use cases qui ne soient pas couverts déjà en interne par Google. Ça me paraît délicat. Donc, fondamentalement, je pense que Kubernetes couvre à peu près tous les use cases. Par contre, est-ce que c'est une silver bullet pour tout le monde? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est relativement difficile de mettre en place un cluster Kubernetes de manière sécurisée, de manière propre, de le maintenir à jour. C'est d'ailleurs pour ça que Scaleway vend des clusters Kubernetes managés. C'est parce qu'on pense que les développeurs d'applications ont mieux à faire que de gérer des clusters Kubernetes. Et donc, c'est pour ça que Patrick, ici présent, se charge de les gérer pour vous avec amour et que vous pouvez vous concentrer uniquement sur l'utiliser comme une ressource cloud comme une autre et ne pas les gérer, de ne pas les mettre à jour. Et c'est toute l'équipe Kubernetes au sein de Scaleway qui va se charger de ça pour vous. Alors, ceci étant dit, même avec un cluster qui est géré avec toute la bonté du monde, Kubernetes peut être délicat par certains aspects. Premier point, si vous êtes habitué à gérer des serveurs Linux, il y a quand même une partie qui est un peu plus délicate à prendre en main, c'est-à-dire de comprendre les pods, de comprendre que c'est éphémère, de comprendre où est la persistance, où elle ne l'est pas. C'est des aspects qui sont délicats. C'est pour ça qu'on fait aussi ces webinars, c'est pour essayer d'expliquer ces concepts-là. Mais même en ayant ces concepts-là, le débugage peut être parfois délicat. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des pods qui fonctionnent pas, le fait de comprendre en fait la cause en fait d'un problème peut être relativement délicat si vous êtes débutant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à utiliser kubectl de manière approfondie, d'utiliser les fonctions comme describe qui permettent de savoir précisément ce qui se passe à chaque étape et de comprendre comment l'objet de chaque objet Kubernetes. Donc, le débugage peut être parfois un peu délicat. Donc ça, c'est l'aspect qui est un peu sensible sur Kubernetes, c'est que pour le moment, c'est un produit qui est relativement jeune, c'est un paradigme qui est relativement jeune, qui est assez nouveau pour les gens qui ne sont pas forcément cloud native. Donc, il faut un peu de temps pour le prendre en main, mais je garantis que le jeu en vaut la chandelle si vous avez des workflows qui sont scalables, qui en particulier doivent grandir et se réduire au fur et à mesure du temps. Et d'un point de vue développeur, une fois que vous savez utiliser un Kubernetes, vous savez l'utiliser quel que soit votre provider, qu'il soit sur du on-premise chez vous ou bien qu'il soit chez un vendeur comme Scaleway. Ok. Pour les questions qui vont rester, Patrick est en train d'essayer de vous faire des réponses à l'écrit. Et pour faire la transition avec nos équipes qui travaillent sur Kubernetes avec amour, quelle est la différence en fait entre Kubernetes et le Kubernetes de Scaleway? Alors, quelle est la différence?
Quand vous avez un Kubernetes sur GitHub ou sur n'importe quel autre endroit, vous pouvez l'installer vous-même chez vous. Vous avez plusieurs options pour faire tourner un cluster Kubernetes chez vous. Vous avez Docker for Windows, Docker for Mac, par exemple. Donc, ça, c'est des options qui vous permettent d'avoir un cluster Kubernetes à un nœud qui est sur votre laptop, sur votre ordinateur et sur lequel vous allez pouvoir avoir un mini cluster qui fonctionne et qui tourne. Vous allez également avoir des possibilités d'utiliser le logiciel Minikube qui a été téléchargé plus d'1 million de fois maintenant. On a dépassé la barre du million de téléchargements et qui vous permet d'avoir un logiciel qui fait comme un cluster cube en local sur votre laptop. Donc, ça, c'est du Kubernetes que vous pouvez faire tourner en local. La différence avec le Kubernetes qui est proposé par Scaleway, c'est que le Kubernetes qui est proposé par Scaleway, donc Capsule, est géré pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez une migration à faire, vous avez juste à cliquer sur un bouton et la migration est faite pour vous. Quand vous avez un Kubernetes qui est géré par vos soins, ben, lisez bien la documentation avant de mettre à jour. Si vous avez des données persistantes, faites vos backups. Plus généralement, quand vous gérez vous-même votre cluster Kubernetes, vous êtes un peu livré à vous-même. C'est-à-dire que c'est vos compétences à vous qui vont déterminer si votre cluster va être en bonne santé ou pas. Si vous êtes avec un cluster managé Kubernetes, tout ça, c'est géré pour vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est télécharger un kubeconfig. Donc, c'est le fichier de configuration qui contient les certificats et la clé pour vous authentifier sur le cluster. Et une fois que vous l'avez installé dans votre kubeconfig, c'est parti. Hein. Le cluster, il est géré pour vous. Si jamais il y a un nœud qui n'est pas en bonne santé, c'est remplacé pour vous. Quand vous voulez mettre à jour, c'est géré pour vous. Vous n'avez rien à gérer. Donc, le produit Capsule va vous permettre d'avoir un plus grand confort d'utilisation, va vous permettre d'avoir plus de ressources. Parce que, imaginons que vous avez un cluster chez vous et que demain, vous voulez rajouter un nœud GPU ou vous voulez rajouter 3 nouveaux nœuds, vous allez devoir ajouter 3 nouveaux serveurs. Si vous êtes sur un cluster Capsule, vous avez juste à créer un nouveau pool. C'est natif pour le produit. Et après, dans Kubernetes, vous allez pouvoir configurer vos nœuds et vos pods pour qu'ils s'exécutent sur les nouveaux nœuds que vous venez d'instancier. Et en particulier, vous allez pouvoir les faire grandir et rétrécir. Et ça va être compliqué à faire par vous-même. Tandis que si vous allez chez un cloud provider, Scaleway par exemple, on va pouvoir vous offrir des nœuds gérés pour vous. Ok. Allez, une toute dernière question. Patrick, est-ce qu'il y en a une sur laquelle tu trouves qu'à répondre à l'écrit, ça va être trop compliqué et qu'il serait peut-être mieux de compléter à l'oral? Celle de Paul, peut-être? Celle de Paul, faut-il dès lors considérer que les parties stateful d'une application ne sont pas de bons candidats à l'intégration dans un cluster Kubernetes? Ça dépend. Ça dépend du niveau de risque que vous voulez, ça dépend de ce que vous avez à gagner. Il faut pas considérer Kubernetes comme un truc pour hipster qu'il faut absolument utiliser parce que c'est la nouvelle mode. Faut absolument pas être dans cette mentalité-là. Kubernetes est bien pour gérer des workloads stateless, ça les gère très très bien. Pour du stateful, ça offre du support pour du stateful. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'avez pas confiance maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, vous n'êtes pas obligé de mettre vos bases de données de prod critiques demain sur Kubernetes. Vous pouvez y aller petit à petit. Par exemple, sur Kubernetes, vous n'êtes pas obligé de tout migrer d'un seul coup. Vous pouvez démarrer avec un cluster avec très peu de nœuds dans lequel vous allez envoyer une partie de votre production, voir si ça vous plaît, voir si vous êtes à l'aise, voir si les promesses de scale up et scale down correspondent à ce que vous souhaitez et voir si c'est un bon produit pour vous. Il faut absolument pas considérer, mon job et le job de Patrick, c'est absolument pas de vous vendre à tout prix du capsule intégralement pour tous vos besoins. C'est pas un produit miracle. C'est un produit qui a un certain nombre de fonctionnalités. C'est des fonctionnalités qui s'améliorent de jour en jour. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire du stateful avec Kubernetes? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée pour votre application, pour vos déploiements, de faire du stateful? Peut-être pas. Essayez de voir le niveau de criticité, essayez de faire des tests, essayez de découpler. Mais ne serait-ce qu'avoir un découplage entre vos parties stateless et vos parties stateful, je vous garantis que c'est déjà quelque chose qui est intéressant à avoir. Et Kubernetes peut vous aider juste sur la partie stateless. Déjà, rien que ça serait déjà bien. Donc, il ne faut pas faire forcément un all-in tout de suite. Ça y est, alors je sais que je peux être convaincant et que je suis peut-être un très bon professeur, mais j'espère ne pas avoir juste en 2 heures vous avoir convaincu de placer toute votre prod la plus critique sur du stateful dans Kubernetes.
essayez d'y aller à votre rythme, essayez de commencer avec du stateless, essayez de faire un inventaire, essayez d'y aller progressivement, essayez de vous renseigner petit à petit, et après, vous verrez si c'est bon pour vous. De manière générale, moi, j'aurais tendance à dire, les parties qui sont stateful, il faut les mettre dans un service qui est dédié au stateful, qui est bien à l'extérieur, qui est bien protégé, qui est bien blindé, avec 300 backups, avec du matos de très bonne qualité, et monter juste cette solution de stockage-là dans du Kubernetes. Déjà, rien que ça, c'est une très très bonne étape. Et après, si vous voulez éventuellement aller sur du stateful, là, on peut négocier. Mais commencez déjà par du stateless, si vous êtes débutant avec Kubernetes. Eh bien, je pense que c'est sur cette note de totale transparence qu'on va commencer à vous quitter. Bon. On est désolé, il reste encore quelques questions, on n'a pas pu répondre à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, Rémi Léon, sur LinkedIn, sur GitHub, sur Twitter, un peu partout. Je suis trivialement trouvable sur Internet. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions à moi ou Patrick. Il y a le Slack Community qui est également présent. Le channel K8S est l'un des plus peuplés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir y faire un tour et nous poser vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Et au-delà de ça, est-ce que Maxime, tu peux remettre le lien du sondage et notamment si vous voulez qu'on organise une édition spéciale juste questions-réponses pour qu'on puisse avec des équipes, notamment Patrick et d'autres collaborateurs, répondre à vos questions sur ce sujet et vous aider, vous faire même une petite démo parce qu'il y a Rémi qui a aussi une petite démo qui peut faire. On peut complètement compléter ça en fait. Je pense que dans le montage vidéo, en tout cas, on va scinder les questions-réponses et la présentation, comme ça vous aurez accès aux deux, mais sur deux vidéos différentes, parce que là, ça fait quand même 1h42 qu'on est ensemble, qu'on est tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à le dire dans le questionnaire, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut faire, et si ça vous intéresse, au contraire, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Enfin, Patrick, tu me dis ce que tu en penses, mais je pense que ça peut être très, très intéressant. Oui, le temps passe très, très vite. Oui, excuse-moi, Patrick. Dis-nous. Ah non, je dis juste que ça pouvait être pas mal. T'es partant, ouais, super. Très, très bien. En tout cas, si vous avez du temps cet après-midi, à partir de 16h30, commence le talk de Patrick sur une version un peu plus experte. Donc là, on n'est plus sur l'introduction, on n'est même pas sur un niveau intermédiaire, on est vraiment sur un niveau expert. Mais c'est vraiment pour bien comprendre en profondeur comment fonctionne Kubernetes. Et voilà, écoutez, merci beaucoup d'être resté aussi longtemps. Le taux de personnes est resté quasiment le même tout du long, donc on est hyper content. Merci beaucoup à toi, Rémi, pour toute ta présentation, toutes les questions-réponses. Et puis, restez en contact avec nous si vous avez d'autres idées. Au contraire, on est disponible, on est là pour ça, quoi. Et puis, bon courage à tous pour le confinement, parce qu'a priori, ça risque de durer un petit peu, c'est pas facile. Ouais. Mais bon, habillez-vous en violet comme nous. Et Ça passe plus vite, c'est bien connu que le violet protège du coronavirus. C'est comme ça. Je l'ai vu sur la télé, c'est forcément vrai. Moi aussi. J'ai vu sur Internet, le violet, ça protège du corona. On a dû regarder la même chaîne, je pense, parce que j'ai vu aussi. Merci beaucoup à tous et puis bonne journée et à cet après-midi. Bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao.